Dans cette, dans cette séquence 7, on va parler un petit peu des contrôles qui peuvent s'exercer sur l'axe corticotrope. Alors jusqu'à présent, à la fin du dernier cours, on a vu que, par exemple, les glucocorticoïdes en tant qu'hormones sont capables de rétroagir sur l'axe corticotrope en inhibant son activité. D'ailleurs, on l'a illustré par la dernière expérience de surinalectomie et d'injection d'implants de corticostérone couplés à l'hybridation in situ. On a montré que les glucocorticoïdes exercent une activité inhibitrice sur l'axe corticotrope. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que ce contrôle hormonal, il y a aussi des contrôles neuronaux euh, qui convergent vers l'axe corticotrope et ces contrôles neuronaux euh, existent dans le cerveau lui-même. Alors donc, on va parler du contrôle de l'axe corticotrope par des systèmes neuronaux et dans un second temps, on va parler du contrôle de l'axe corticotrope par le système immunitaire. Donc en fait, il y a plusieurs influences neuronales et humorales qui s'exercent sur l'axe corticotrope. Alors donc, en plus des rétrocontrôles hormonaux dont je viens de parler, qu'on a illustré au moins par les glucocorticoïdes, on va l'élargir plus tard avec le système immunitaire, il faut savoir qu'il existe aussi des mécanismes neuronaux qui permettent d'éviter tout débordement de la réponse hypothalamique et de maintenir le taux de corticostérone plasmatique dans des limites tolérables pour l'organisme. Donc, on a vu que les glucocorticoïdes ou le cortisol ou la corticostérone chez l'animal sont capables de rétroagir sur l'axe pour, bien sûr, réguler le taux de corticoïdes plasmatiques. D'accord? Eh bien, vous verrez qu'il y a aussi des systèmes neuronaux qui sont capables d'exercer leur influence sur l'axe corticotrope, sur la réponse hypothalamique sur la réponse, donc sur l'axe corticotrope, pour contrôler et ajuster le taux de glucocorticoïdes dans des limites qui sont supportables, tolérables pour l'organisme. Alors, parmi les circuits neuronaux impliqués dans le contrôle de l'axe corticotrope, il y a des circuits neuronaux impliqués dans l'activation. Il y a d'autres circuits que vous allez voir sont impliqués dans l'inhibition de l'axe corticotrope. Alors ici, je cite trois circuits neuronaux qui activent l'axe corticotrope. Alors, trois structures. Euh, Déjà deux structures qui se localisent dans le tronc cérébral. Vous savez ce que c'est que le tronc cérébral? C'est cette partie de la substance grise qui est donc juste en dessous du cervelet, d'accord? Et qui est le prolongement des hémisphères cérébraux. Alors, il y a deux noyaux dans le tronc cérébral. Il y a ce qu'on appelle le locus coeruleus, le LC. C'est un c'est un noyau donc, qui regroupe des neurones qui contiennent des catécholamines. Donc, c'est un noyau qui est catécholaminergique. Donc, le locus coeruleus, ces neurones contiennent les catécholamines en particulier, c'est de la noradrénaline, norépinéphrine, c'est la noradrénaline. Et puis, il y a un autre noyau, le raphe dorsal, qui est un petit peu rostral. Le raphe dorsal qui se situe dans le mésencéphale. Le locus coeruleus, lui, il est dans le pont. Et derrière le pont, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la médula ou moelle allongée au bulbe rachidien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tronc cérébral. En anglais, c'est brainstem. Alors, ces deux noyaux qui se trouvent dans le tronc cérébral envoient leurs prolongements axoniques, donc les neurones de ces deux noyaux, envoient leur projection vers l'hypothalamus et en particulier vers le noyau paraventriculaire qui est au sommet de l'axe corticotrope. Alors, bien sûr, ils vont innerver les neurones ACRH de l'axe corticotrope, du noyau paraventriculaire, les innerver en les activant. Donc, ils exercent une action activatrice sur les neurones sur les neurones hypothalamiques corticotropes. Voilà donc le locus coeruleus qui est catécholaminergique, c'est-à-dire les neurones contiennent des catécholamines. Le raphe dorsal dans les neurones contient de la sérotonine. Ces deux noyaux ou deux structures du tronc cérébral qui sont fortement impliquées dans la réponse du cerveau au stress en exerçant une activation de cet axe corticotrope. Alors, une troisième structure qui fait partie, c'est l'amygdale. C'est une structure du système limbique dont on a déjà parlé. On a vu que cette amygdale est impliquée dans tout ce qui est réponse comportementale liée au stress, dans la mémoire, la mémorisation et l'apprentissage aussi.
Alors, l'amygdale, c'est une structure du système limbique. Vous savez que ce système limbique, c'est un ensemble de noyaux. Alors, il est représenté ici dans les trois dimensions de l'espace. Donc, dans l'espace, c'est les structures grises, c'est un ensemble de structures. C'est tout un réseau de noyaux qui communiquent entre elles et qui contrôlent des fonctions spécifiques, comme par exemple la mémoire, l'apprentissage, les comportements, l'édification de comportements dans le comportement émotionnel, etc. Alors donc l'amygdale, cette structure du système limbique qui joue un rôle très important dans le comportement, on a dit en particulier donc les émotions que génère par exemple un stress, d'accord? Eh bien cette amygdale exerce aussi euh, une activation pardon, des neurones hypothalamiques de l'axe corticotrope. Donc trois influences stimulatrices de l'axe corticotrope qui proviennent de noyaux cérébraux, deux dans le tronc cérébral et bien sûr l'amygdale, c'est ce noyau qui est globuleux que vous voyez ici, qui est aussi activateur de l'axe corticotrope. Alors d'autres circuits neuronaux vont plutôt agir par l'inhibition de cet axe corticotrope. Alors, quand on dit inhibition, si vous vous rappelez bien, on a déjà parlé de l'inhibition hormonale, c'est-à-dire les glucocorticoïdes en tant qu'hormones sont capables d'inhiber l'axe corticotrope. D'accord? Ils sont capables d'inhiber l'axe corticotrope au niveau des neurones ACRH, ACTH. Alors, donc, et on a vu que cette inhibition hormonale par les glucocorticoïdes permet de maintenir euh, euh, permet de maintenir la concentration plasmatique des glucocorticoïdes dans un intervalle tolérable pour l'organisme. Donc l'inhibition hormonale, on a vu, c'est pour maintenir leur propre concentration plasmatique dans un intervalle tolérable pour l'organisme. C'est pour ça donc que ces mêmes hormones, ces glucocorticoïdes, sont donc capables de rétroagir directement sur les neurones par vos cellulaires ACRH du NPV, et ceci pour freiner, diminuer l'activité de l'axe corticotrope. Alors ça, on l'a déjà vu. D'ailleurs, on a pu montrer la présence de récepteurs aux glucocorticoïdes sur ces neurones ACRH du NPV. Voilà, donc ça c'est l'inhibition hormonale. Il faut savoir qu'il n'y a pas que l'inhibition hormonale, donc cette inhibition, l'inhibition de l'activité de l'axe peut se produire en dehors de la rétroaction négative exercée par les glucocorticoïdes. Donc l'axe, les neurones ACRH peuvent être inhibés par les glucocorticoïdes, mais ils peuvent être inhibés par autre chose. Alors l'inhibition, le deuxième type d'inhibition, pardon, il se produit par voie neuronale. Donc c'est des neurones, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, les noyaux ici qui activent, eh bien, il y a d'autres noyaux qui vont inhiber l'activité de l'axe corticotrope en agissant sur les neurones ACRH. Alors, quelles sont les structures cérébrales qui sont capables, donc les structures neuronales capables d'inhiber l'activité de l'axe corticotrope? Il y a l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, c'est aussi une structure, je reviens à mon système limbique, l'hippocampe, c'est aussi une structure du système limbique. D'ailleurs, c'est des espèces de cornes. L'hippocampe, il se forme d'une espèce de corne. Pardon. C'est une espèce de corne donc, qui se prolonge par l'amygdale. Alors l'hippocampe donc, on a démontré qu'il exerce une action inhibitrice. Alors comment on a fait ceci? Je vous décris une expérimentation animale qui a permis de montrer qu'il a une action inhibitrice. Euh, alors, bien sûr, l'expérimentation classique qu'on faisait, c'est des expériences de lésion. Voilà l'hippocampe en coupe transversale, donc sur une coupe transversale passant par le cerveau, eh bien, on voit l'hippocampe sous forme de deux cornes. D'accord? Alors, cet hippocampe, euh, pour démontrer son effet ou l'effet d'une autre structure, l'expérience qu'on fait, c'est la lésion. La lésion de la structure, c'est-à-dire je la détruis. Je peux la détruire d'une manière chimique, d'une manière mécanique, etc. Ou alors, je peux stimuler cette structure, donc la stimulation, et voir son effet sur l'activité de l'axe corticotrope. Donc, soit la lésion, soit la stimulation. Alors, quand on a lésé l'hippocampe, donc la lésion de l'hippocampe, on a montré qu'elle provoque une amplification, c'est-à-dire une augmentation de la sécrétion de corticostérone induite par un stress d'immobilisation. Donc, ça veut dire que lorsque je lèse, eh bien, le système, l'axe corticotrope, il est plus activé. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de sécrétion de corticostérone qui est induite, par exemple, par un stress comme le stress d'immobilisation.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette expérience? On lèse, on détruit l'hippocampe, d'accord? On détruit l'hippocampe chez l'animal vivant. Chez même, ce même animal vivant, on va, on va lui infliger un stress, par exemple un stress d'immobilisation de 30 minutes. Et après le stress, la séquence de stress, après la séance de stress, on va doser la corticostérone plasmatique. Et on a montré que la corticostérone plasmatique, elle est beaucoup plus importante que chez un animal où l'hippocampe n'a pas été traité et qui a subi bien sûr le même stress d'immobilisation. Par contre, lorsque je stimule cette structure, la stimuler, ça veut dire l'activer. Donc, je peux la stimuler électriquement avec une électrode. Je descends l'électrode. Eh bien, la stimulation, au contraire, provoque une inhibition de l'axe corticotrope. Quand je l'active, elle va inhiber l'axe corticotrope. Là, c'est une preuve directe, un argument direct. La stimulation inhibe. Quand je l'enlève, eh bien, au contraire, ça augmente. D'accord? Donc, l'hippocampe a une place essentielle dans le contrôle de l'axe corticotrope et en exerçant une action inhibitrice. Alors, cependant, bien sûr, si je m'arrête là, vous allez dire, ça y est, l'hippocampe, il contrôle systématiquement, il intervient dans la régulation de tout type de stress. Eh bien, non, puisqu'on a pu montrer que, cependant, la participation de l'hippocampe à la réponse de l'axe n'est pas toujours vérifiée. Par exemple, lorsqu'on a utilisé un autre stress qu'on appelle le stress hypoxique, un stress euh, euh, lié à l'hypoxie, c'est-à-dire par manque d'oxygène, eh bien, la lésion de cet hippocampe n'est pas efficace du tout euh, dans la réponse à CTH et corticostérone plasmatique. Donc, lorsque je fais un stress d'immobilisation, on voit que l'hippocampe inhibe, mais lorsque dans une autre situation de stress, le stress hypoxique, eh bien, l'action inhibitrice de l'hippocampe n'est pas vérifiée. Voilà. Alors, d'autres noyaux interviennent également dans cette inhibition, les noyaux hypothalamiques. Les noyaux hypothalamiques que vous connaissez maintenant. Donc, on a dit que l'hypothalamus était un ensemble de noyaux qui sont plus ou moins individualisés fonctionnellement. Alors, les noyaux hypothalamiques qui sont impliqués dans l'inhibition de l'axe corticotrope, des actions inhibitrices exercées sur l'axe corticotrope, par des noyaux hypothalamiques tels que l'aire préoptique médiane, donc qui est situé là, il est encadré, le noyau suprachiasmatique qui est en dessous, le noyau arqué qui est derrière, qu'on ne voit pas ici, en profondeur, et puis le noyau ventromédian, ici. Donc, les noyaux hypothalamiques qui sont capables d'inhiber l'axe corticotrope et donc inhiber un autre noyau hypothalamique qui est le noyau paraventriculaire ACRH, eh bien, l'aire préoptique médiane, le noyau suprachiasmatique, le noyau arqué et le noyau ventromédian. Alors, en fait, on a procédé de la même manière par de l'expérimentation animale, c'est-à-dire on a fait des expériences chez l'animal, on a lésé ces structures, eh bien, la lésion justement de chacune de ces régions provoque une augmentation aussi bien de la sécrétion basale de corticostérone, c'est-à-dire en dehors de tout stress, et augmente aussi l'amplitude et la durée de la réponse hypothalamique au stress. Donc, lorsqu'on enlève ces structures, on les détruit, eh bien, la réponse au stress, elle est amplifiée, puisque la sécrétion des glucocorticoïdes se voit augmenter et la sécrétion des glucocorticoïdes, elle est même augmentée à l'état basal, c'est-à-dire en dehors de tout stress. On a fait un autre type d'expérimentation à base de pharmacologie, c'est-à-dire on a pris de la corticostérone synthétique et on l'a injectée, par exemple, dans l'aire préoptique médiane. Donc, l'administration de la corticostérone dans cette aire préoptique médiane, on a donc introduit par une micro-pipette, on a fait une injection de corticostérone dans l'aire préoptique médiane. Et qu'est-ce qu'on constate? Là aussi, il y a une inhibition des réponses hypothalamiques à un stress d'immobilisation. C'est-à-dire, lorsque l'animal subit un stress d'immobilisation, eh bien, le taux de corticostérone va être plus faible par rapport à ce qu'il y a chez l'animal qui n'a pas été injecté. Donc, ces noyaux hypothalamiques exercent bel et bien des actions inhibitrices sur l'axe corticotrope. Alors, par ailleurs, donc on a parlé ici de structures neuronales, de systèmes neuronaux qui agissent qui contrôlent l'activité de l'axe corticotrope.
On a par ailleurs montré aussi que des neurotransmetteurs, donc les médiateurs chimiques du cerveau, des neurotransmetteurs sont impliqués dans l'activation de l'axe corticotrope. Alors, parmi les neurotransmetteurs impliqués dans l'activation, on a trouvé que l'acétylcholine et le glutamate sont capables de stimuler justement le noyau paraventriculaire où se localisent les neurones ACRH. D'ailleurs, euh, au niveau de ces neurones ACRH, on a trouvé des récepteurs au glutamate, comme le récepteur AMPA, NMDA et le récepteur kainate, qui ont donc été mis en évidence carrément sur les neurones parvocellulaires du noyau paraventriculaire. Alors, bien après, on a montré que de nouveaux neurotransmetteurs qui ont été décrits donc et identifiés plus tard par rapport à ces neurotransmetteurs classiques dans la famille des endocannabinoïdes, eh bien, ces endocannabinoïdes exercent également une activation sur une action activatrice sur l'axe corticotrope. Donc, les endocannabinoïdes sont aussi impliqués dans cette activation. Alors ici, vous avez un schéma où je vais résumer un petit peu tous les contrôles neuronaux dont on vient de parler. Donc, il y a bien sûr, en dehors, il y a l'action, bien sûr, vous avez ici le NPV où il y a les neurones ACRH qui sont au sommet de l'axe corticotrope. Voilà. Alors, vous avez bien sûr l'action qui est non neuronale, qui est hormonale, qui se fait par les glucocorticoïdes. On a vu que les glucocorticoïdes inhibent l'activité des neurones ACRH du noyau paraventriculaire. En plus de cette action hormonale, il y a plusieurs actions neuronales et neurochimiques. Alors, on a vu les structures neuronales cérébrales qui activent les neurones ACRH, l'axe corticotrope, le sommet de l'axe corticotrope, dans l'amygdale, le locus coeruleus qui est noradrénergique, le noyau du raphe dorsal sérotoninergique. On a vu des actions inhibitrices qui s'exercent sur le NPV provenant de l'hippocampe et de différents noyaux hypothalamiques, la région préoptique, le noyau archaïque, le noyau ventromédian et le noyau suprachiasmatique. Et on a vu en dernier lieu aussi des neurotransmetteurs qui activent le noyau paraventriculaire. Donc vous voyez plusieurs influences euh, activatrices et inhibitrices hormonales qui vont ajuster l'activité des neurones ACRH et pour bien entendu ajuster les taux de glucocorticoïdes circulants pour qu'ils soient adaptés à la situation physiologique, à la situation physiologique du moment chez l'individu. Alors voilà, donc on vient de parler du contrôle de l'axe corticotrope par des circuits neuronaux et chimiquement et neurochimiques. Là, on va parler du contrôle de l'axe corticotrope par le système immunitaire. Mais bien entendu, vous voyez, je n'ai pas mis contrôle, j'ai mis interaction. Ça veut dire que le système immunitaire, vous allez voir, il contrôle l'activité de l'axe corticotrope, mais l'axe corticotrope est aussi l'axe corticotrope est aussi de contrôler l'activité du système immunitaire. Donc, en fait, c'est une action réciproque. Donc, on parle d'interaction. Alors, voyons voir d'abord le premier volet de cette interaction, c'est-à-dire l'action du système immunitaire sur l'axe corticotrope. Alors, il faut savoir, vous le savez, bien sûr, lorsque le système immunitaire est activé, par exemple suite à un épisode infectieux, une infection qu'on attrape, eh bien, les cellules de l'immunité vont s'activer. Alors, les cellules d'immunité, qui des cellules d'immunité, macrophages et monocytes, vont s'activer, ils vont produire des cytokines, ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 1, l'interleukine 6 et le TNF-alpha. Alors, ces cytokines, on a démontré qu'ils activent, ils viennent, donc les cytokines inflammatoires, c'est des hormones qui sont dans le sang, c'est des facteurs humoraux, qui vont venir jusqu'au niveau, ils vont diffuser jusque dans le cerveau pour activer l'axe corticotrope et en particulier activer sa composante hypothalamique qui est le neurone ACRH au niveau du NPV. Alors, pour vous résumer, pour vous approcher de ce que je viens de dire sur ce schéma, donc on a l'activation du système immunitaire, donc les cellules de l'immunité, lorsqu'elles s'activent, ils vont produire des cytokines comme l'interleukine 1A, interleukine 1. Ces cytokines, donc, qui sont deux hormones circulantes, vont venir diffuser dans le cerveau, arriver jusqu'au niveau du noyau paraventriculaire, où ils vont activer les neurones ACRF. Le CRF va être produit, il va aller stimuler l'hypophyse pour produire l'ACTH. L'ACTH va agir au niveau du cortex surrénalien,
donc ce qu'on appelle la surrénale, c'est l'adrénale en anglais, c'est la surrénale. Donc, la surrénale, le cortex surrénalien va produire des glucocorticoïdes. Voilà. Donc, les cytokines issues du système immunitaire vont venir stimuler la production de glucocorticoïdes. Et en retour, en revanche, les glucocorticoïdes sont également capables d'agir sur le système immunitaire. Eh bien, comment ils agissent sur le système immunitaire? Par une action inhibitrice. Et on a déjà dit que les glucocorticoïdes ont une action immunosuppressive, donc inhibent le système immunitaire. Donc, j'ai une activation dans ce sens, pardon, j'ai une activation dans ce sens et j'ai une inhibition dans le sens. Alors, vous approcher un petit peu de l'expérimentation euh, animale qui a permis justement de démontrer cette action stimulatrice des cytokines, en particulier de l'interleukine 1, sur l'activité de l'axe corticotrope, c'est-à-dire CRF-ACTH glucocorticoïdes. Alors, il y a un travail qui est paru dans Journal of Neuroscience Research qui avait justement démontré la réponse de l'axe corticotrope, c'est-à-dire hypothalamo-hypophyso-surrénalien, la réponse de cet axe à l'interleukine 1 bêta. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les auteurs dans ce travail? Eh bien, ils ont pris des animaux, des rats. Ces rats, ils ont injecté de l'interleukine 1 bêta, ils l'ont injecté, donc l'interleukine 1 bêta synthétique euh, qu'on peut acheter. Alors, cette interleukine 1 bêta injectée chez l'animal, alors 1 microgramme, ils ont injecté 1 microgramme par voie intra-IP. La voie IP, c'est-à-dire par voie intrapéritoniale, c'est-à-dire dans la cavité générale abdominale chez l'animal. Ils ont piqué la solution d'interleukine 1 bêta, ils l'ont injecté dans l'abdomen, dans la cavité abdominale. Alors après l'injection d'interleukine 1, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ils font toutes les 30 minutes, ils vont faire des prélèvements de sang pour doser l'ACTH plasmatique et la corticostérone plasmatique, ces deux composantes de l'axe corticotrope. S'ils trouvent que ça bouge, ils vont dire que ça bouge dans le sens positif, dans le sens négatif. Alors effectivement, donc, après injection de l'interleukine 1 bêta, donc ici vous avez le taux plasmatique d'un CTH en picogrammes par millilitre et en abscisse, vous avez le temps en minutes post-injection intrapéritoniale, c'est-à-dire le temps après l'injection. Donc, toutes les 30 minutes, ils prélèvent du sang, ils centrifugent et ils vont prélever le plasma et doser le contenu en ACTH. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Qu'après injection d'interleukine 1 bêta, qu'est-ce qui arrive à l'ACTH? Eh bien, le taux plasmatique d'ACTH augmente jusqu'à un pic qui apparaît 90 minutes après l'injection. Après, ça baisse et ça renormalise comme avant. Alors, la même chose pour la corticostérone. Donc, on a dosé la corticostérone. Là aussi, il y a une augmentation significative. Alors, quand vous voyez des étoiles, ça veut dire que c'est une augmentation statistiquement significative. Vous pouvez avoir une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Les étoiles indiquent le degré de significativité. Là, 2 étoiles, c'est vraiment significatif, très significatif. Donc, une augmentation significative avec un pic qui apparaît 90 minutes après le début de l'injection, après l'injection, et après ça se renormalise, la concentration se renormalise. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les cytokines, l'interleukine 1 bêta, stimulent les deux composantes de l'axe corticotrope, donc ça active l'axe corticotrope. D'accord? Alors, donc, la stimulation, donc c'est un schéma qui vous résume euh, ce qu'on vient de dire concernant l'axe corticotrope, euh, etc. Donc, vous avez bien entendu l'axe corticotrope que vous connaissez maintenant. Alors, la stimulation du système immunitaire va se traduire comment? Elle va se traduire par une libération de diverses cytokines, dont les plus importantes sont l'interleukine 1, l'interleukine 6 et le TNF-alpha, le tumeur necrosis factor. Donc le système immunitaire s'active, va produire des cytokines. Alors ces cytokines vont venir activer l'axe corticotrope, ils vont venir activer les neurones, les cellules ACRH d'une NPV. Mais il faut dire que cette activation des cytokines, l'activation donc des cytokines s'exerce
bien sûr au niveau des neurones à CRH, mais on a démontré qu'elle s'exerce également au niveau des cellules à CTH hypophysaires. Elle s'exerce également au niveau des cellules cortico-surrénaliennes qui produisent les glucocorticoïdes. Voilà. Donc, la stimulation du système immunitaire, production de cytokines pro-inflammatoires, les cytokines peuvent activer l'axe corticotrope au niveau de ces trois composantes, les neurones ACH, les neurones ACRH, les cellules ACTH et les cellules cortico-surrénaliennes qui produisent le cortisol. Alors donc, les cytokines vont, vous savez maintenant qu'ils agissent au niveau des neurones ACRH, mais comment ils agissent sur ces neurones ACRH? Quelles sont les voies d'action des cytokines sur l'axe corticotrope, c'est-à-dire comment ils parviennent jusqu'au cerveau pour stimuler l'activité des neurones ACRH. Alors là, bien sûr, ces voies ont été décrites avec des études qui ont duré beaucoup de temps. Donc là, on vous donne vraiment le résultat, mais il faut savoir que énormément d'expériences ont été effectuées pour, bien sûr, démontrer l'existence, en fait, de deux voies. Alors, donc, il faut savoir que la transmission du message immunitaire ou humain de la périphérie au cerveau va emprunter deux voies qui vont converger vers les neurones ACRH du noyau paraventriculaire. Ici, vous avez le cerveau, disons une coupe sagittale d'un cerveau de rat. Donc, il y a deux voies qui vont véhiculer le message cytokinique. Il y a une voie nerveuse, voilà, c'est cette voie-là par le nerf vague, et une voie humorale donc qui nécessite bien sûr des récepteurs centraux. Alors donc voilà la voie nerveuse et voilà la voie humorale. La voie nerveuse, c'est quoi? Donc les cytokines produites à partir du système immunitaire, lorsqu'il est activé, ces cytokines ils vont venir directement activer les terminaisons nerveuses du nerf vague. Donc ça, c'est une voie viscérale au niveau des viscères. Ils vont venir activer les terminaisons nerveuses au niveau du nerf vague. Activation qui va être véhiculée jusqu'au niveau du tronc cérébral, où il y aura activation de noyaux de ce tronc cérébral. Alors, d'abord le noyau, ce qu'on appelle le NTS. Alors, le NTS, c'est le noyau du tractus solitaire. Alors, ce noyau tractus solitaire qui véhicule une activation vers les neurones 10C1, les neurones catécholinergiques du groupe C1. Le NTS active également un autre noyau, le noyau PB, le noyau parabrachial, toujours des noyaux hypothalamiques. Donc, plusieurs noyaux au niveau du tronc cérébral qui vont s'activer, lesquels vont véhiculer une activation, donc ils vont envoyer leur projection terminale vers les neurones ACRH pour les activer. Et bien sûr, cette activation va venir activer les neurones ACRH, l'activation de la CTH et la production de corticostérones. Voilà donc pour la voie nerveuse par laquelle agissent les cytokines. Alors la voie humorale, c'est la voie sanguine. C'est la même voie par laquelle agissent les glucocorticoïdes. On a dit que les glucocorticoïdes agissent également par voie humorale sur le noyau, en particulier sur le noyau paraventriculaire. Alors cette voie humorale, c'est la voie sanguine. Donc les cytokines, comme les glucocorticoïdes, vont diffuser dans le cerveau à travers des organes qu'on appelle ici l'OSF, l'organe sous-fornical et l'organe vasculaire de la lamelle terminale, deux organes où la barrière hémato-encéphalique est affaiblie, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins, ils sont poreux et l'hormone peut traverser les vaisseaux sanguins et diffuser dans le parenchyme nerveux. Alors ensuite, ça diffuse jusqu'au niveau des neurones ACRH pour aller activer les neurones ACRH. Alors d'ailleurs, on a trouvé des récepteurs aux différentes cytokines dans l'hypothalamus, on en a trouvé aussi dans l'hippocampe et on en a trouvé dans l'amygdale. Vous voyez que les cytokines peuvent agir en dehors des neurones ACRH, ils peuvent agir au niveau des autres structures qui sont capables de réguler l'axe corticotrope. Voilà, donc deux voies d'action des cytokines, deux voies par lesquelles les cytokines agissent sur l'axe corticotrope. Il y a la voie nerveuse, vous voyez, qui est ascendante, et la voie humorale par le sang qui va diffuser à travers les organes que vous voyez ici. Alors, donc, les cytokines activent bel et bien l'axe corticotrope et produisent
stimule la production des glucocorticoïdes. Alors, donc, les cytokines stimulent, on a vu, les composants de l'axe corticotrope pour stimuler la production de glucocorticoïdes, donc de cortisol. Quelle est l'action des glucocorticoïdes sur le système immunitaire? Eh bien, c'est une action inhibitrice. Alors, comment les glucocorticoïdes ou cortisol va inhiber le système immunitaire? Alors, les glucocorticoïdes vont agir de différentes manières pour inhiber l'activité du système immunitaire. Eh bien, ils vont agir donc en retour, après leur activation par les cytokines, ils vont agir en retour sur le système immunitaire, et ceci en procédant par une inhibition. Ils inhibent la synthèse de nombreuses cytokines. Donc, ils vont inhiber la synthèse de nombreuses cytokines. Alors, ça a été démontré pour l'interleukine 1-2, pour l'interleukine 2, 6 et l'INF gamma. Alors, ces mêmes cytokines sont essentielles pour la prolifération des lymphocytes T. Donc, ça inhibe ces cytokines, bien sûr, ça va inhiber la prolifération lymphocytaire. Ils peuvent agir aussi en programmant la mort cellulaire des lymphocytes. Donc, ils peuvent aussi programmer la mort. Donc, les glucocorticoïdes peuvent programmer la mort des cellules, la mort cellulaire des lymphocytes T immatures et des lymphocytes T matures, et inhiber la production de la cytokine type INF alpha, c'est-à-dire la cytokine interférente type alpha, par les monocytes. Vous voyez, ils peuvent procéder de différentes manières, soit inhiber la synthèse de cytokines directement, soit programmer la mort des lymphocytes, soit inhiber la production de certaines cytokines par les monocytes. Ils peuvent aussi augmenter la dégradation de l'ARN messager de cytosine. Donc, en inhibant la synthèse, ils peuvent l'inhiber au niveau au niveau de la transcription, c'est-à-dire en dégradant l'ARN messager des cytokines. Et on sait aussi qu'ils inhibent la synthèse, donc ils agissent même au niveau de la cible, donc ils inhibent la synthèse de certains récepteurs aux interleukines type interleukine 2. Ils inhibent la synthèse de certains récepteurs. Donc même s'il y a des cytokines, ils ne vont pas pouvoir agir à l'aise puisqu'il y a des récepteurs dont la synthèse est inhibée. Voilà, donc vous voyez les différentes façons ou les différents mécanismes d'action immunosuppressive des glucocorticoïdes. Alors pour conclure donc sur ceci, donc on a montré on sait qu'il existe une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens, entre le système immunitaire et l'axe corticotrope. Donc une communication bidirectionnelle entre le système immunitaire et l'axe corticotrope, et ceci grâce aux cytokines pro-inflammatoires qui sont synthétisées par les cellules de l'immunité, les monocytes et les macrophages, qui sont activés par exemple lors des épisodes infectieux. Ces cytokines vont venir activer l'axe corticotrope, lequel va produire des glucocorticoïdes. Ces glucocorticoïdes qui sont capables en retour d'inhiber le système immunitaire. Il s'agit d'une interaction et d'une communication dans les deux sens, une communication dite bidirectionnelle. Alors c'est pour ça qu'on parle d'axe neuro-endocrinien immunitaire. Donc axe neuro-endocrinien immunitaire qui donc représente cette interaction ou ce bloc fonctionnel axe corticotrope système immunitaire. Voilà, je m'arrête là pour cette séquence pour enchaîner avec la séquence suivante.